Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alain Broustaille, consultant spécialisé en blockchain et aussi auteur d'un livre sur l'utilisation de la blockchain en entreprise. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Merci d'être avec moi. Bonjour Thibaut, je vais très bien et c'est moi qui te remercie de m'inviter. Alors, comme d'habitude, je le fais avec tous les intervenants sur le podcast. Est-ce que peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire aussi comment la blockchain s'est intégrée à ton quotidien, comment elle est arrivée dans ta vie ? Ok, avec plaisir. Moi, alors j'ai été diplômé d'une école de commerce, donc pas d'une école d'ingénieur. Il y a plus de 20 ans maintenant, 22 ans. Pendant la première grande partie de ma carrière, j'ai travaillé du coup chez des éditeurs de logiciels dans le monde bancaire. Donc j'ai appris à la fois le monde de l'informatique, du conseil et le monde de la banque, de la finance. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à quitter un peu le logiciel pour aller sur le conseil pur et dur, accompagner des sociétés dans leurs décisions. Comment faire pour souvent des décisions liées à l'innovation. Moi, c'est un peu mon dada. Donc, depuis 10-15 ans maintenant, je travaille exclusivement sur des sujets un peu innovants. Voilà, des sujets de refonte. Donc, l'approche digitale, par exemple, d'une banque, comment on va travailler, comment faut se projeter avec les nouveaux outils. À titre perso, je suis tombé dans la blockchain en 2017. Quand je suis tombé dedans, c'est-à-dire que j'ai investi dedans. À l'époque, voilà, j'étais comme beaucoup de monde, hein, j'avais un portefeuille actions, deux, trois produits financiers, des investissements à droite à gauche. J'ai acheté mon premier Bitcoin en 2017 sans trop comprendre ce que c'était, même plutôt dubitatif, je ne vais pas te mentir, issu de la banque un peu traditionnelle, je ne croyais pas au succès de Bitcoin. Il n'empêche qu'un peu opportuniste, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fait un truc quand même que je conseille à tout le monde de faire, c'est que j'ai lu le white paper de Bitcoin après avoir acheté mon Bitcoin. Je l'ai lu début 2018, un moment où le marché s'est crashé. J'ai lu le white paper, j'ai lu ces 15 pages à peu près qui expliquent ce qu'il a en tête, ce qu'il voulait faire, comment ça marche. J'ai regardé la techno, je me suis renseigné, j'ai trouvé ça juste génial, d'une élégance folle. Et je me suis dit, mais cette techno, on peut en faire beaucoup d'autres choses. Et dès 2018, dès le mois de février d'ailleurs 2018, j'ai commencé voilà, à appliquer un petit peu cette techno dans des projets informatiques plus traditionnels pour remplacer des technos un peu plus vieilles. On ne parle pas de crypto, hein, on parle de blockchain, mais ça a marché. Et depuis, progressivement, alors de 1, de 2, de 3 projets, à partir de 2019, c'est devenu toute ma vie. Aujourd'hui, je fais quasiment plus que ça. Donc, ça fait maintenant 5 ans, bientôt 6 ans hein, que je me dédie à des projets dans cette techno. J'ai dû voir passer, je sais pas, facilement 50 ou 60 projets différents de clients. Donc, ça permet d'avoir une vue assez large sur ce qui se fait, ce qui marche pas. Voilà, et puis des contextes métiers très variés. Wow, alors je rebondis sur pas mal de choses parce que c'est super intéressant. Donc, tu viens plutôt de la finance traditionnelle. Tu as été convaincu finalement par le white paper de Bitcoin. Donc, c'est vraiment aller lire ce white paper. Il est disponible en ligne et je mettrai le lien s'il faut en description de ce podcast. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, tu as un certain nombre de projets d'intégration de blockchain en entreprise. Et ça, j'ai une question qui me vient tout de suite. C'est quel a été le premier projet, celui qui t'a mis le pied à l'étrier en te disant, waouh, le premier projet blockchain, ça a dû être quelque chose pour toi, non? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire que le grand public, quand on parle blockchain, souvent, il pense, il pense Web3, il pense YOLO, il pense NFT, il pense crypto, il pense trading. Derrière, la blockchain, quand même, a d'autres utilités, d'autres fonctionnements. Il y a déjà des centaines, des milliers de sociétés en France qui utilisent la blockchain au quotidien pour des besoins beaucoup plus simples. C'est là-dessus que j'ai commencé. Notamment, c'est ce que moi j'appelle ça les projets de preuve numérique. C'est-à-dire qu'une blockchain, un des intérêts, c'est que ce qu'on met dans une blockchain, on peut pas l'enlever, on peut pas le retirer, on peut pas l'effacer, on peut pas le modifier. Et puis, si c'est une bonne blockchain avec plein de mineurs qui se baladent un peu partout sur Terre, la même information est multipliée et voilà, est stockée de centaines de fois, des milliers de fois. En fait, on marque quelque chose dans la blockchain, c'est comme Las Vegas, tu vois, tu l'effaces pas. Et ça, c'est très utile, notamment quand tu es dans un contexte un peu juridique de façon signature électronique, de la preuve. Tu veux dire, j'étais là à telle date, telle heure, j'ai fait quelque chose et tu veux prouver que tu n'as pas changé d'avis a posteriori. Tu veux faire un pari avec un ami, je te parie qu'il gagne le match demain soir
demain c'est PSG Bayern, je sais pas quand sort le podcast. Voilà, demain PSG Bayern, aujourd'hui, je suis prêt à parier que le PSG va se prendre une déculottée, malheureusement. Et si tu me crois pas, on fait un pari et je pourrais pas changer d'avis a posteriori quand ils viennent me demander les 10 euros ou la bière qu'on a parié parce que dans la blockchain, on peut pas toucher. Et ça, il y a des entreprises qui l'utilisent de manière multiple. Moi, en 2018, j'avais avec des amis une envie de création d'une startup sur la certification de photographie, notamment dans le contexte des réseaux sociaux, pour pouvoir prouver c'est ma photo, c'est un vrai, c'est pas un fake, c'est pas autre chose. J'ai pas réussi à l'appliquer voilà, dans ce contexte-là. Par contre, on a fait des projets effectivement dans le monde du luxe pour signer des certificats d'authenticité de biens dans la blockchain. On a gagné de l'argent avec ça, pas beaucoup, hein, mais on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a vu un grand groupe français coté en bourse payer pour ce service. On s'est dit, bah, il y a peut-être un truc à faire pour les entreprises dans le monde de la blockchain. C'est super intéressant tout ce que tu nous dis là parce que, déjà, alors pour répondre à ta question à propos de PSG Bayern, il y a en général à peu près 2 semaines de décalage entre l'enregistrement et la publication officielle, donc a priori on aura le score et on sera presque même proche du match retour je pense, donc en tout cas on saura, s'il y a des culottés ou pas, et on pourra voir, bon on n'aura pas la preuve dans la blockchain mais ton exemple est très pertinent, je pense que ça va parler à beaucoup de monde et ça m'intéresse ce milieu du luxe là dont tu parles. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la croisée par contre de ce phénomène NFT? Parce qu'on parle de biens précieux. En général, moi dans ma tête, c'est ils veulent mettre en place la blockchain pour tracer, pour la logistique, pour plein de choses à propos de ces objets qui sont précieux, qui sont sensibles. Mais en parallèle, ils veulent aussi, je pense, avoir souvent une collection NFT qui correspond à ces objets-là. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Bah, je pense que c'est pas déjà ça va pas être les mêmes départements souvent. C'est-à-dire que, alors sauf erreur, mais je dirais que 99 des projets NFT qui sortent aujourd'hui, je dirais, d'entreprises traditionnelles, de grands groupes dans le monde du luxe ou autres, c'est des projets qui ont plutôt une connotation marketing, communication. Peut-être qu'ils cherchent à faire des revenus, je pense pas. C'est surtout voilà un effet de com, de communication. C'est s'attacher à une nouvelle clientèle, c'est créer des liens voilà avec souvent une jeunesse ou d'autres profils. Alors que les projets de traçabilité sur des blockchains d'un autre type, où on va dire le sac à main numéro 117 415 a bien été livré à tel point de relais, qui a bien été envoyé à tel magasin en Chine, qui a bien été vendu à telle heure. Ce sac à main a été produit avec, je ne sais pas, du cuir qui venait là, dont la consommation carbone était de temps. Ce cuir a été fait dans une usine où il n'y avait pas d'enfants parce qu'on a des certificats, on a respecté le droit du travail local. Toutes ces informations qui sont des obligations pour ces entreprises, hein, c'est réglementaire. Il faut vérifier l'origine des matières premières, l'origine des paiements, le respect du droit des travail de ses sous-traitants, des sous-traitants des sous-traitants, la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Tout ça, aujourd'hui, c'est des obligations réglementaires, d'une part, en chaîne de création, puis après, la distribution. Prouver que le sac à main d'un boîte de luxe qu'on va retrouver dans une boutique, c'est bien le vrai, qu'il n'a pas été vendu deux fois. Donc, bah, si tu as un identifiant sur le sac à main, souvent il y a des puces NFC maintenant, des choses comme ça. Tu vas pouvoir regarder où est-ce qu'il est censé être. S'il est censé être dans le magasin où tu es, tu le prends. Puis après, tu vas dire, je l'ai pris. Quelqu'un qui arrive derrière avec le même numéro, il va voir qu'il a déjà été pris. Il n'aura plus envie d'acheter un produit qui aurait le même identifiant. Et on voit que c'est deux thématiques très différentes parce que dans un cas, c'est un département qui va émettre des choses sur Internet, qui n'a pas trop besoin en fait de travailler avec toutes ces équipes-là. Et dans l'autre, tu as des projets où ça va être alors des projets sur la qualité, sur la distribution, sur la lutte contre la fraude, qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. En tout cas, c'est mon avis. C'est un peu d'ailleurs mon livre, il travaille beaucoup ces aspects. C'est que c'est des projets qui vont nécessiter en interne l'implication de dizaines de départements, de partenaires, des sous-traitants. Donc, c'est des projets qui sont longs à monter, qui d'ailleurs n'ont pas pour vocation d'être très grand public. C'est plus de l'optimisation de la chaîne logistique. Donc, alors, le Graal, tu vois, il y a des boîtes en françaises qui vont là-dessus, hein, c'est de réussir à recouper les deux. Aller dans ce qu'on appelle le figital, c'est que tu as un bien NFT qui soit l'équivalent d'un bien physique et que la traçabilité du NFT soit associée à la traçabilité réelle de ce bien physique. Mais alors, ça nécessite qu'à la fois tu ailles dans le monde du NFT et fasses de la com et tout le reste, et qu'à la fois tu travailles sur toute cette chaîne en amont et que tu arrives à. Il faut que tu ailles expliquer à tes sous-traitants, il faut qu'ils utilisent ton NFT, il faut qu'ils utilisent voilà, une technologie blockchain, ce qui peut être un peu compliqué. Mais bon, on y va progressivement. Hein. Moi, je suis assez certain que voilà, les technologies vont. Les deux technologies marchent, la blockchain, les NFT. Il n'y a pas de raison, si tu veux, qu'on voit pas, qu'on n'assiste pas à un mariage progressif et que dans 4-5 ans,
ce soit monnaie courante, de voir un sac à main haut de gamme associé à un NFT qui sera la preuve d'origine de ce même sac à main. Oui, d'accord, je comprends et tout ce qui est réglementation, tu dis effectivement pour prouver certaines choses, que ce soit pour les travailleurs, pour l'origine des matières et ce genre de choses. Est-ce que tu sens que les entreprises, elles sont proactives là-dessus et c'est elles qui, d'elles-mêmes, veulent améliorer les processus, la fiabilité des données? Ou est-ce que tu penses que c'est plus la réglementation qui leur tape sur les doigts et qui fait qu'elles doivent s'adapter? Oh, alors là, c'est un sujet qui est pas très blockchain, hein, mais mon expérience, c'est que c'est un peu les 2. C'est-à-dire que les sociétés qui font les choses correctement, elles ont tout intérêt à le mettre en valeur parce que c'est un point différenciant. Aujourd'hui, quand tu marques sur, tu vas vendre des œufs ou du lait, tu marques, du lait équitable, du lait bio, tu peux le vendre plus cher parce que tu as marqué ça. La question qui se pose, c'est déjà entre nous, est-ce qu'on va vérifier que c'est le cas ou pas? Il y a de plus en plus de textes de loi en France et à l'étranger, produit par produit, qui t'obligent de toute manière à le faire. Et donc il y a des groupes qui étaient peut-être pas les meilleurs de la classe, qui sont rattrapés, je dirais, un petit peu par la police, hein, et qui sont obligés maintenant d'aller chercher tout ça. Mais comme toujours, la réglementation, je dirais, sur ces marchés, à mes yeux, c'est le bâton plus que la carotte qui pousse les gens à investir. Parce que sur cette thématique, c'est de l'argent perdu. Ça ne te permet pas de vendre plus. Un investissement, ça te coûte très cher, mais ça ne te permet pas de vendre plus. Donc on va dire que c'est un investissement par lui. Il est normal et je dirais légitime que la société elle le fasse au dernier moment quand elle n'a plus le choix. Donc, c'est le coup de bâton du régulateur qui dit si tu ne le fais pas, tu n'as plus le droit de vendre tes produits ou je te paie des amendes. Plus que il y a peut-être un espoir de vendre ton truc 5% plus cher, 10% plus cher ou d'aller chercher une clientèle un peu différente. Ouais, d'accord, ouais, c'est très clair, ton approche effectivement. Je suis plutôt d'accord a avec toi, mais même si effectivement on sort un peu du cadre purement de la blockchain. Alors, je voudrais revenir un peu juste sur, comment tu as été amené à faire tes premières expériences avec les entreprises parce que finalement tu as découvert en 2017 Bitcoin, tu as été, convaincu à partir de 2018 en lisant le white paper et après comment tu t'es formé là-dessus? Parce qu'entre, connaître et être convaincu, comme moi je peux l'être par exemple et conseiller des entreprises et en faire son activité, 100 il y a quand même un gap. Est-ce que tu t'es formé en autodidacte? Est-ce que tu as suivi certaines choses? Comment tu as été amené à être suffisamment légitime, à savoir que tu pouvais ensuite conseiller des entreprises sur cette thématique? Ouais. Au passage, quand tu dis que je suis convaincu, je suis pas encore certain d'être convaincu par l'objectif de Bitcoin. Ou tu vois, le côté révolution sociale, sociétale de Bitcoin. Je suis encore tu vois, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser Bitcoin demain à la place de l'euro ou du dollar? Des fois, je pense que oui, des fois, je pense que non, mais je suis très nuancé. Par contre, l'élégance de cette beauté, de la blockchain inventée par Bitcoin et des nouvelles blockchains qui sont arrivées derrière, mais la beauté de ce truc ne se révèle pas au premier abord parce que c'est quand même un peu ardu. Donc Mmh. effectivement, moi j'ai toujours été curieux. Et puis comme j'aime bien ces technologies et que ça faisait quand même déjà 15 ans que je travaillais dans l'IT, je suis capable, tu vois, de me renseigner. Donc tu regardes une vidéo comme tout le monde, hein, tu commences par regarder une vidéo d'un influenceur, puis une seconde, puis une troisième, puis tu vas sur un site, tu lis des notes. Moi, je me suis retrouvé très vite voilà, à déchiffrer tout ça. Et typiquement, le white paper, je ne l'ai pas abandonné tant que je n'avais pas tout compris. Et il fait référence à des notions qui sont les arbres de Merkel, qui sont l'eurodatage numérique, les notions de blocs, d'enchaînement de blocs, qui sont tout sauf intuitifs. Donc, je suis tombé là, j'ai pris le temps. Sur Internet, c'était début 2018, on trouvait déjà beaucoup de docs. Alors, par chance, moi, je lis l'anglais couramment, parce qu'en français, il n'y avait quand même pas grand-chose. Euh, mais tu vois, je suis rentré dans le détail de la technologie, au point que maintenant, moi qui n'ai pas du tout un profil d'ingénieur en développement et qui n'ai jamais fait de ligne de code de ma vie, à part des scripts en basique quand j'étais très jeune, pour ceux qui se rappellent qu'on mon âge, voilà, on faisait ça en primaire, ou pour craquer des jeux vidéo, peut-être à une autre époque de ma vie, je code pas. Il n'empêche que le fonctionnement technique de Bitcoin, je le comprends. Je le comprends dans les détails. J'ouvre le capot. Et si tu me dis, mais pourquoi on divise par deux le rendement des mineurs tous les 4 ans? Où c'est que ça se passe? Comment tu le calcules? C'est quoi la difficulté? C'est quoi le H, le SHA-256? Tout ça, j'ai pas abandonné. À chaque fois qu'il y a un mot que je comprenais pas, je suis allé voir. Je suis allé me former. Ça m'a pris quelques mois. Et je peux te dire que j'ai commencé à accompagner des clients où j'avais pas toutes les compréhensions. Je leur ai dit des bêtises. Pas mal. Je pense que je continue d'en dire des fois sur certains sujets. Bon, bah, écoute, on vit avec a posteriori, on s'en rend compte, hein, jusqu'à ce que je sois arrivé à un point où je me sentais vraiment à l'aise sur le fonctionnement de Bitcoin.
parce que quand tu rentres dans Ethereum, c'est encore autre chose. Quand tu rentres dans Cosmos, dans Polkadot, à chaque fois, tu redécouvres des choses. Donc, je me Absolument. suis renseigné de cette manière-là. Et effectivement, à un moment, j'ai dû ouvrir des livres. Je sais que tu aimes bien ça. Il n'y a pas le choix. Si tu veux rentrer dans le détail, tu peux pas te contenter de regarder une vidéo de hasher. Tu vois, tu es obligé d'ouvrir un livre. Sur Bitcoin, il y en a un qui est magnifique, c'est Mastering Bitcoin. De Euh, Antonopoulos, ouais. ouais, alors ça dépend des versions, je crois, mais ouais, qui est juste génial, qui je crois existe en version française en plus. Ouais, Voilà. Et alors, faut avoir de l'appétit pour la techno, hein, parce que c'est un livre pour des devs, mais oui. c'est ce qu'il y a de mieux, voilà. Et donc progressivement, tu rentres là-dedans, et puis c'est vrai que plus tu lis, plus tu comprends, plus c'est simple d'en apprendre plus. C'est comme ça que je suis rentré. J'ai de la chance, j'habite à Paris, donc des conférences, on a sans arrêt. Puis plus tu bosses là-dedans, plus c'est un petit monde, tu rencontres un peu d'autres personnes dans l'écosystème, tu discutes avec eux, tu as des retours d'expérience. En ce qui me concerne, il faut voir, Thibaut, moi, une fois que j'ai compris Bitcoin, à la limite, je ne me sens pas obligé d'aller comprendre le fonctionnement détaillé des autres blockchains. Mhm. Je comprends ce qu'elles font, mais à la limite, tu vois, j'ai pas besoin de je me sens pas obligé de connaître ce que c'est un ZKP Mhm. ou tu vois, une optimistic rollup. Je Mhm. suis à l'aise pour comprendre le fonctionnement d'un layer 2. Maintenant, moi, là où je monte en compétence systématiquement, c'est les cas d'usage. Ah Et oui. dans le sport, et dans le luxe, c'est quoi le cadre réglementaire pour un fonds d'investissement? L'affaire FTX, tu vas essayer de comprendre la limite entre la fraude comptable et la fraude crypto. C'est là-dessus, moi, que j'accompagne mes clients aujourd'hui. J'ai pas un seul client qui me demande le fonctionnement technique de Bitcoin. Ouais. Par contre, ce que je dis à mes clients, c'est si tu ne maîtrises pas le fonctionnement technique, ça ne sert à rien de partir sur le projet. Quand je dis maîtriser, il faut que tu comprennes un minimum. Tu es obligé de comprendre un minimum. Ouais, bien sûr. Et puis effectivement, Bitcoin, c'est la porte d'entrée, donc c'est la meilleure façon pour comprendre un peu la blockchain, les enchaînements de blocs, enfin, c'est super, Et puis, c'est la plus super belle. Hein. agréable de découvrir ça. C'est super agréable de Avoue, découvrir ça. Thibaut, c'est élégant Bitcoin quand tu comprends. Ah bah, ouais. Moi, je dis ça à l'auditeur, mais Bitcoin en 2009-2008, il prédit un comportement du fonctionnement des blocs, de la difficulté, de la taille de la blockchain, du comportement des mineurs. Et on est quoi, 12-13 ans derrière là, et ça fonctionne exactement comme prévu, mais exactement comme prévu. Et c'est juste complètement fou. Et le pire, c'est que ça fonctionne exactement bien comme prévu. Ouais, Et et faut voir les années qu'on a eues, quoi. Ouais, ça fait 14 ans maintenant, je crois. Il y ouais. a quand même eu des choses entre, les améliorations, techniques et tout, le mec avait quand même bien anticipé tout ça, quoi. Ah ouais, je trouve ça Et plutôt très enfin, fort, très très fort. j'ai dit le mec, hein, on sait pas, hein, Satoshi. C'est une femme, Mais hein. ouais, effectivement, c'est assez fou et toi, comment tu perçois le monde professionnel? Tu dis qu'il y a donc beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ça, qui mettent en place des solutions. Est-ce que tu vois le discours un peu évoluer ces dernières années ou est-ce que finalement, c'est plutôt un discours optimiste? Est-ce que c'est un discours pessimiste? Tu as l'air de dire que quand même, elles sont plutôt intéressées par cette blockchain? Ouais. Alors moi, j'ai un discours qui est très optimiste pour la technologie, parce que c'est une technologie déjà, qui s'améliore constamment. Il y a énormément d'améliorations techniques. On s'en rend pas compte aujourd'hui, là, mais voilà, aujourd'hui, le nombre de transactions globales qui passent sur tous les réseaux blockchain, maintenant, là, début 2023, par rapport à ce qu'on faisait il y a 3 ans, mais ça a été multiplié par je sais pas combien de centaines, en réalisé. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'adoption et puis potentiel et technique, parce que les blockchains sont beaucoup plus efficaces, efficientes, éco-efficientes. Donc déjà, la techno fonctionne, c'est-à-dire échanger des NFT, développer des smart contracts, faire de la DeFi, technologiquement, ça marche. Et donc donc sur certains cas d'usage, pas sur tout, on veut tout nous vendre, mais sur certains cas d'usage, ça marche mieux que les technos plus traditionnels. Et ce que j'aime dire, moi, c'est que c'est l'histoire qui me l'apprend, mais une technologie qui marche mieux que les autres, tu vois, quand une voiture, ça marche mieux que le cheval pour certains cas d'usage, bah, progressivement, ça prend sa place. Ça remplace pas le cheval partout, mais sur certains sujets, pour aller vite sur une route, tu préfères prendre une voiture qu'un cheval. Voilà, pour tisser du tissu, tu préfères une machine que le faire à la main. Bah, la blockchain, sur certaines thématiques, comme le partage d'informations, comme du transfert de valeur numérique, ça marche mieux que le web traditionnel. Donc, la techno va s'implanter. Mais j'ai aucun doute. Et comme la techno va s'implanter, on va avoir des cas d'usage qui vont être hyper pertinents. Donc, on va avoir des projets se développer, des entreprises se faire, et ça va rentrer dans notre quotidien sur certains aspects. Aujourd'hui, on a par contre un buzz, tu vois, énorme sur le Web 3. Mmh. Genre, fin 2021, début 2022, tu faisais dans le luxe, dans le sport ou je sais pas quoi, tu sortais pas tes NFT, tu étais has-been. Et je dirais aujourd'hui, tu regardes les NFT qui ont été sortis, ils sont tous has-been. Il n'y en a pas un seul Ouais. qui vaut littéralement 1% de la valeur de l'époque. Personne ne les utilise, personne ne les suit. Les gens qui les ont achetés, limite, tu en as un peu honte, donc tu n'oses même pas aller réclamer à un grand groupe. Hein. Hey, tu as une roadmap technique, tu m'as promis plein de trucs. Qui sont où mes avancées, mes projets, mes avantages en nature que tu m'avais promis? Rien du tout.
Euh, et donc, il faut vachement distinguer, je pense, la fonctionnalité, l'usage de la blockchain, la techno, ce que ça va faire, des effets de buzz du moment. Donc, il y a des grands groupes qui vont juste parce que, bah oui, une clientèle potentielle, tu as 10%, 20% de la population des jeunes hommes de 22 ans qui kiffent le sujet crypto. Bah ouais, forcément, tu as un département qui va dire faut qu'on y aille. Faut faire du buzz, faut faire du bruit pour être présent. Mais derrière, donc ça, c'est la com ou le marketing ou je sais pas, ou l'innovation. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand tu auras le département juridique, le département des opérations, le département qualité, le département ressources humaines qui progressivement vont adopter des technos, tu vois. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est un exemple. Ce sera pas c'est pas une révolution façon de tsunami qui renverse tout d'un coup. Le Web 3, quand je vois tous ces petits jeunes qui arrivent, qui montent des agences Web 3 et qui disent ouais, on va tout faire, attends, ça va pas se faire en 6 mois. C'est plus, toi, une montée des eaux progressive. Mmh. Il y a des gens, ils sont en haut de la montagne, jamais ils verront les eaux passer. Puis tu as des boîtes, elles ont déjà le bout des pieds mouillé, elles ne savent pas trop pourquoi, elles reculent d'1 mètre. Et tu en as d'autres, tu vois, elles ont l'eau jusqu'à la taille, et puis certaines qui ont appris à nager déjà. Donc, c'est progressif, ça va dépendre, ça ne concernera pas tout le monde. Mais quand tu as une techno qui marche, quand tu as une adoption, tu vois, ça ne peut pas aller en arrière. Je vois aucune raison fondamentale pour laquelle tu aurais moins de gens qui s'intéressent au sujet demain qu'après-demain. Déjà, c'est pas tabou aujourd'hui de parler de crypto. Je crois que tu en Absolument. es bien conscient, mais aujourd'hui, tu peux parler à un banquier. Moi, je vais voir n'importe quel membre du board d'une banque. Tu lui dis, est-ce que vous allez faire des cryptos? Peut-être qu'il va te dire non, j'ai pas envie, j'y crois pas. Mais tu peux en parler sans que ce soit tabou. Il y a 3, 4 ans, si tu n'étais pas département innovation, on te rigolait ouais, véritablement au nez. Donc, dans les grands groupes, c'est plus tabou. Toi. Tous les grands groupes, ils vont. On regarde au Ouais. minimum. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs, de détenteurs de portefeuille qui a fait, qu'effectivement maintenant ça peut plus être tabou parce qu'il y a plus de détenteurs en France de crypto que de gens qui ont des actions. Donc à un moment donné, ils sont obligés de s'adapter aussi dans leur discours et ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Ah oui, c'est Hem, agréable. Hein. C'est c'est agréable. c'est agréable, c'est Si tu agréable. as Alors remarqué, on a beaucoup moins besoin de se défendre. exactement, Avant, ouais. il fallait toujours expliquer. Moi, tu commençais toujours tes rendez-vous par alors, blanchiment d'argent sale, consommation électrique, trafic de drogue. Bon, ces sujets, tu les as encore, mais en général, c'est plutôt en milieu ou en fin de parcours, parce que les gens, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Ils me disent, dites mon concurrent, il a fait un truc, comment je fais pour faire pareil, quoi. Ouais, c'est ça ou même dans encore un peu dans les médias, c'est souvent un peu encore un peu le cas, mais ça s'améliore quand même avec le temps. Ça, c'est Et cool. encore, les médias sont pas trop bêtes. Hein. Moi, c'est plutôt au niveau des politiques, où tu vas Mmh. retrouver quand même des partis politiques et des défenseurs qui vont pour des raisons plus voilà, qui ont des programmes à défendre. Et donc, ceux qui ont décidé que la crypto, c'est la spéculation, que la crypto, c'est du blanchiment d'argent, ou que la crypto, c'était pas écologique, tu vois, ils ont décidé que c'était ça, à tort ou à raison, ils vont pas changer leur cheval de bataille, et donc ils vont rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont faire tout leur mandat sur cette thématique. Et on est d'accord, c'est un peu ridicule, parce que si le monde était si noir ou si blanc, ça se saurait. Ouais, et alors que les médias aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus nuancés, voire plutôt intéressés et ouverts. Hein. Il y en a plein qui ont créé des rubriques crypto maintenant. Ouais, ouais, BFM, Business par exemple, BFM Crypto, il y a quand Ouais, même de par plus en exemple, plus de contenu. BFM, c'est un bon exemple, et c'est pas les seuls. Il y en a plein, plein, plein qui ont leur truc crypto, blockchain, Mmh. voilà, qui regardent ça de manière avec intérêt. Ouais, bah, ça fait de l'audience, ça maintenant, hein. Donc donc c'est Bah ouais, sûr en plus. Bah ouais. et heu et alors je voudrais, rebondir sur un autre sujet qui est souvent on associe crypto, blockchain et le jeton, un peu Ouais. tout en même temps. Tu l'as mentionné tout à l'heure, on peut utiliser la blockchain sans utiliser de jetons. Est-ce que tu vois des cas d'usage particuliers qui se dessinent où il y a des blockchains qui n'utilisent pas de jetons? Et si oui, comment tu abordes ce sujet-là vis-à-vis d'une entreprise qui potentiellement veut mettre un jeton et toi tu vas leur dire: «Bah non, ça sert à rien de mettre un jeton, il y a pas besoin d'avoir un jeton», ou au contraire de dire: «Bah là, ça vaut le coup de mettre un jeton». Comment ça s'articule, dans ce que tu peux proposer comme accompagnement? Voilà, alors moi, je vais peut-être faire la différence entre les projets d'émission de cryptoactifs plus que de jetons. Donc effectivement, tu n'as pas besoin. En fait, tu peux faire, hein, tu peux émettre des cryptoactifs si tu as une bonne raison de le faire quand tu es une entreprise. Tu veux faire des NFT, les NFT, ils te donnent accès, je sais pas, le NFT, c'est un billet pour un spectacle. Le NFT, c'est une bouteille de vin à aller chercher. Le NFT, c'est un ticket de Lombola. Le NFT, tu vois, ça peut être une œuvre d'art numérique. Le NFT a une utilité, c'est parfait. Tu veux faire un token. Moi, tu vois, je prends le langage que tout le monde comprend, ou le jeton numérique pour faire un moyen de paiement. Si c'est une bonne idée, vas-y, fais-le. Ça forcément, il faut le faire. T'as pas le choix.
Si c'est juste, tu vas être positionné sur le marché blockchain innovation, tu sais pas quoi faire, tu veux faire comme les autres, il y a peut-être mieux à faire. Et effectivement, par contre, sur une blockchain publique, tu es obligé d'avoir des jetons pour payer tes frais de transaction. Donc, même si tu veux faire comme moi, je t'ai dit, par exemple, je vais faire la promo là, de copains à moi chez Coexia, qu'on fait de la signature électronique sur blockchain. C'est une offre TDJ, T-E-D-I-J-I. Je participe à la construction de l'offre, c'est pour ça que je peux en parler. On fait de la signature électronique, un peu comme un DocuSign, un YouSign, un Adobe Sign. Tu vois, ce genre de truc, tu cliques pour accepter un contrat. Simplement, on va Absolument. le faire, parce qu'on n'a pas d'infrastructure technique aussi lourde qu'eux, on utilise la blockchain. C'est la blockchain qui va redater. C'est les mineurs qui vont être nos témoins. Notre truc, il coûte 4 fois moins cher facilement que le concurrent le moins cher qu'on est derrière en traditionnel. Nous, on a besoin, nous, on fait le truc. On a besoin d'avoir des tokens pour payer les frais de gaz. Mais nos utilisateurs clients, ils utilisent la blockchain, ils en ont une utilité sans avoir besoin de générer un token, de générer un jeton. Et ça, si maintenant les mêmes sociétés qu'on accompagne, des fois, elles veulent faire de la traçabilité, pour reprendre l'exemple du sac à main ou du poulet bio ou je sais pas quoi, partager des données entre différentes membres d'une même filière, tu n'as pas besoin d'un token. Quand Carrefour va chercher l'information sur son poulet bio, et donc il demande à son sous-traitant est-ce que c'est bien un poulet, est-ce qu'il est bio, que le sous-traitant dit attends, je vais demander à mon fournisseur de grains si son grain il est bien bio, et le fournisseur de grains dit attends, je vais regarder si les pesticides que j'utilise ils correspondent à certaines normes. Cette chaîne de données, on va utiliser une blockchain par exemple, pour partager de la preuve. À aucun moment tu parles de NFT, à aucun moment tu parles de cryptoactifs. Mm. Pourtant, tu es sur une blockchain. Jusqu'au point où, d'ailleurs, légitimement, on se pose la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de partager la même blockchain que les autres? Donc là, tu as des gens qui vont utiliser ce qu'on appelle des blockchains permissionnées, privées, c'est-à-dire sans token, et puis c'est juste pour Carrefour et ses copains, par exemple. Mm. Et tu vas toujours à ce moment-là trouver des sceptiques qui vont te dire, mais alors ça sert à rien et compagnie. Bon, ça reste à démontrer, parce que pour moi, ça sert, c'est une vraie utilité. Par contre, on va dire c'est pas la blockchain. Et pourquoi pas? Si tu définis qu'une blockchain c'est forcément public, open source avec un token de gouvernance, effectivement, c'est pas la blockchain. Si tu dis, par contre, c'est un registre distribué, horodaté, avec de la signature électronique et l'impossibilité de modifier les données passées. Certains appellent ça des DLT, Distributed Ok. Ledger Technologies. Ouais, Mm. c'est une question de sémantique. Donc, Ouais. dans ce monde des technologies de registres distribués, ouais, tu as une variété d'usages. Tu en as qui sont très technologiques, qui sont pas fun, qui sont pas grand public, mais qui marchent bien. Puis tu en as une tripotée d'autres sur les blockchains publiques. C'est ce que je préfère parce que, à titre personnel, je pense que le futur, il est plutôt dans le mixte des deux. Où tu Ouais. auras des layer 1 publics et des layer 2, tu vois, qui vont être permissionnés. Je pense qu'on va arriver dans cette direction-là d'ici quelques années. Ouais, le layer 1 sert d'ancrage et puis après tu boostes et tu définis, tu customises un peu plus sur le layer 2 et Exactement. notamment Ouais. ta personnalisation entreprise, ouais. Voilà, quitte à dire mon layer 2, il n'y a que moi et mes 10 copains qui l'utilisent. Et personne ne pourra t'en vouloir. Hein. Et puis, mais tu auras quand même une preuve numérique. Tu vois, auras quand même quelque part un layer 1 qui va prouver, si besoin était, que tu t'es pas amusé à manipuler les règles de ta blockchain à tes propres. Je dirais que tu les manipules, non seulement à tes besoins, c'est certain, mais au déficit, tu vois, des autres participants. Quoi. Ouais, absolument. Ça, c'est un enjeu aussi, majeur, ouais et alors tout ça, tu l'expliques, notamment dans un livre que tu as écrit. Je vais terminer un peu cette interview là-dessus. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de ce livre? Alors, ça s'appelle Bien utiliser la technologie blockchain en entreprise. C'est sorti aux éditions Debuck Supérieur. Donc Debuck, c'est D-E-B-O-E-C-K. C'est sorti en juin 2021. Pour l'anecdote, hein, on me l'a demandé. En fait, c'est une commande qu'on m'a passée. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'éducation supérieure. Il n'y avait juste aucun livre en français à destination d'étudiants ou de chercheurs ou de jeunes diplômés, voilà, qui rentraient dans le monde de professionnels et qui voulaient se poser des questions, non pas, il y avait beaucoup de bouquins déjà sur l'impact du Bitcoin sur le système financier, mais des trucs Ouais. plus concrets, c'est comment tu fais quand tu travailles chez Renault ou chez Peugeot ou je sais pas qui pour mettre en place la blockchain, ça, il n'y avait pas. Comme j'avais un peu de retour d'expérience, j'ai eu le plaisir d'accepter cette commande. Il est sorti et il est à moitié d'actualité. Parce Oui, tu que me disais, il y a certaines parties qui, du coup, sont un peu plus obsolètes, mais il y a quand même un cœur, un contenu qui reste, valable, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je dirais qu'il y a des éléments sur présentation du marché, les typologies de blockchain, les cas d'usage qui, quelque part, sont
sont dépassées, mais d'une puissance. J'aurais jamais cru, moi, qu'en 2-3 ans, les choses aillent si vite. Pour te dire, quand je l'ai rédigé, les derniers mots sont posés début 2021, je n'ai que 10 lignes sur le thème NFT. Il y a marqué: le futur nous dira si cette technologie est adaptée. Ou par exemple, pareil, la Binance Smart Chain, la BSC, était mentionnée comme une nouvelle blockchain prometteuse dont on verra si elle peut avoir du succès, tu vois, pour te dire que les choses ont changé. Par contre, Ouais. tout ce qui est vulgarisation de la technologie en tant que telle, comment fonctionne Bitcoin, et puis tout ce qui est les problèmes que tu rencontres quand tu lances un projet dans une entreprise, tu as du mal à le vendre en interne, tu as des blocages réglementaires, tu sais pas où recruter tes ressources, ton chef veut pas de toi parce que ton truc, ça lui plaît pas. Tout ça, ça reste d'actualité. Je pense que ça va pas se démoder très vite. Mmh. C'est les mêmes sujets aujourd'hui qu'il y a 2 ans et ce seront les mêmes, je pense, dans 2 ans. D'accord. On peut se le procurer facilement en ligne, aucun problème? Il Ouais, est un ouais, peu je pense que, alors je sais pas si tu peux encore le trouver à la Fnac, mais par contre, tu peux l'acheter sur le site de la Fnac, sur Amazon. Donc tu OK. tapes mon nom, le nom du bouquin et tu le trouveras. D'accord. Et ben, écoute, je mettrai le lien si je trouve, sur la Fnac, je mettrai le lien comme ça en description de l'épisode, comme ça les gens pourront aller acheter un œil un peu plus dans le détail. Est-ce que, tu as des grandes échéances à venir pour 2023 pour ton activité, en particulier? Ou voilà, comment tu vois cette année se profiler pour toi? Non, je vais pas mentionner, j'ai plein de projets, mais je peux pas tout vous dire. Ou faut pas, tu vois? Et Thibaut, je t'en dirai peut-être plus, mais je préfère, que les choses avancent. Non, moi, je vais mentionner peut-être mes 2 projets coup de cœur, du moment, ou mes trois projets coup de cœur du moment, hein. Donc il y en a un, c'est TDG sur la signature électronique, parce que je pense que, ou certification documentaire, je pense que ça va cartonner. Donc j'invite, tous les gens toutes les entreprises, hein, qui ont ce genre de sujet à regarder. Perso, je crois beaucoup, moi, aux technologies de traçabilité, en fait, à la problématique de la traçabilité. Je suis persuadé que le marché, et moi le premier, et toi le premier, on a envie de savoir si le bien qu'on achète, tu vois, il a été fait dans le respect de l'art, d'un point de vue notamment écologique, énergétique. Donc, je pense qu'il y a pas mal de projets qui vont se lancer sur ces sujets, en particulier avec des technologies de blockchain permissionnées. On a des champions français, on a des champions étrangers. Et bon, et mon troisième, c'est un petit coucou pour une boîte que tu connais peut-être qui s'appelle Métagellan. Ils font Oui. dans les métavers, entre autres, pas que. Ouais, je les trouve super forts. Donc, j'ai décidé que j'allais passer un peu plus de temps avec eux parce que voilà, je pense qu'ils ont une vision hyper intéressante sur ce que deviendra je dirais, ce que peut ressembler le futur d'une entreprise dans 3-4 ans. Et en conseil, ouais, je te dirais, c'est un gros kiff, hein. Tu réfléchis les sociétés, est-ce que dans 4-5 ans, dans 3-4 ans, on peut imaginer, voilà, partiellement dans le métavers? Alors aujourd'hui, on en rigole tous parce qu'on a l'impression que c'est un échec ce que fait Mark Zuckerberg. Mais quand tu te projettes dans 3-4 ans et que tu enlèves le casque de réalité virtuelle, parce que ce truc-là, c'est un peu une hérésie au quotidien, bah, il reste quand même plein de choses super sympas à imaginer. Et donc, ça fait des missions conseils d'un intérêt moi, que je trouve époustouflant. Ouais, bah, écoute, Métagélant, j'avais un contact, je crois que c'est Loïc, non? Il y a pas Loïc Loïc, qui ouais, tout s'appelle? à fait, Ouais, ouais, c'est c'est ça. un des fondateurs. Voilà, et c'est pas impossible qu'il passe dans le podcast parce que j'étais intrigué. Effectivement, j'avais eu un premier contact avec Loïc. Donc, Ah, je vais fallait venir, je vais creu je ils ont une belle vision, ils ont une belle histoire déjà, puis une belle vision. Moi, je trouve c'est vraiment top ce qu'ils font. super. Bah, écoute, je regarderai ça d'un peu plus près. Est-ce que tu as une dernière chose à partager à l'audience ou à rajouter? Voilà, tu as carte blanche pendant 1 minute si tu veux ajouter quelque chose. Ouf, ouais, mon dernier message, j'en ai peut-être 2. C'est un, informez-vous. En fait, plutôt, c'est succombez pas au monde du Web3. Ne regardez pas le monde du Web3 ou de la blockchain que sous l'œil de la spéculation ou du trading. Essayez pas de devenir riche avec ça. Il y en a qui vont réussir, mais 90% de ceux qui essayent ou 95 vont lamentablement échouer. Mais malheureusement, c'est les chiffres historiques. C'est pire que sur les autres marchés. Donc, évitez, essayez à la limite, hein, pour rigoler, comme moi j'aime bien jouer de temps en temps sur Winamax. Voilà, demain soir, PSG Bayern, on va parier peut-être. Mais il faut savoir que c'est un pari, que c'est un jeu. Mettez pas votre argent. Par contre, regardez comment ça fonctionne cette techno. Quand vous regardez, là, il y a une pub, vous savez, on parle de shitcoin, là, sur Twitter, il y a un mec qui dit mon truc, il est génial. Déjà, de base, s'il fait ça, c'est que c'est pas forcément un bon plan. Regardez son token, lisez le white paper, regardez le fonctionnement, renseignez-vous, catégorisez le truc, éventuellement investissez si vous le sentez, mais renseignez-vous. S'il vous plaît, essayez pas de jouer au casino, quoi. N'investissez jamais un centime sur un token dont vous ne comprendrez pas, peut-être pas la technologie, mais au moins la finalité. Et si le truc qui sert à rien, mais jetez-le à la poubelle tout de suite. Même si on vous a dit ça va faire x10, c'est bien le Dogecoin ou le Shiba Inu, hein, mais comme ça sert à rien,
ça peut pas marcher dans la durée. En tout cas, c'est mon avis. C'est donc un petit conseil, voilà, pour les crypto-investisseurs. J'en ai vu trop souvent perdre tout leur argent. Là, on est riche en 2021, on se croit fort, puis 2022, on perd tout. On se dit, bah, finalement, j'avais peut-être eu un peu de chance. Donc, je sais pas. Prenez le temps de vous éduquer, s'il vous plaît. Ouais et puis maintenant, vous avez de la chance, il y a quand même plus de ressources en français si vous maîtrisez pas l'anglais maintenant, vous pouvez quand Ouais, il y a même plein de bien, trucs bien vous bien. Il y former. a des super bouquins, ouais, prenez pas les masterclass des mecs qui vous expliquent comment être rentier à 30 ans, hein, mais vous allez trouver du bon contenu. Thibaut là fait des super bouquins. Moi, j'aime beaucoup Cryptos là, et je trouve qu'ils font de la bonne vulgarisation, donc et c'est pas les seuls, hein. Non, il y a de quoi lire et se renseigner aujourd'hui. Super et ton prono pour le match alors? Ouais, celui du cœur ou ouais, celui du Si tu cœur, avais il un dit qu'on passe ric-rac 1-0 et celui de la tête, il se dit qu'en ce moment, si on se prend moins de 3 buts de différence, on a de la chance, hein. allez ça Enfin, marche. on verra dans 2 Allez, semaines. allez, tu mises allez une petite victoire de Paris, ce serait cool, ce serait cool. Ouais, et juste pour Cocorico. l'anecdote, parce que quand on écoutera ce podcast dans 10 ans, on aura oublié que Paris Saint-Germain s'est pris 2 déculottés d'affilée pour la première fois depuis très longtemps. Donc, Ouais, ouais, bah, on pourrait faire un épisode je pense là-dessus, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment voilà. le thème, on Et un sort de la jour, blockchain. Thibaut, on en fera un, non, dans le monde du sport, qui est un secteur sur lequel j'interviens aussi. Il y a des choses très intéressantes qui se passent, qui sont loin d'être tout aussi décousues que les fan tokens de chez Socios ou autres. Ah d'accord, bah, écoute, là tu piques ma curiosité, on aura l'occasion d'en reparler si tu veux, ouais, avec Avec plaisir. grand En tout cas, plaisir. c'était super, merci Alain pour, tous ces éclairages. J'ai appris plein de choses encore aujourd'hui grâce à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite, peut-être à bientôt pour un autre épisode. Salut à toi Alain, salut à toute l'audience. Au Ciao. plaisir, au revoir.